Question de Jérémy 35. Bonsoir Monsieur Asselineau. Vous souhaitez réduire le nombre de parlementaires à l'Assemblée nationale. N'est-ce pas un risque pour la démocratie de réduire la représentation nationale? Non, je ne le pense pas, parce que ce que j'ai proposé était quand même très raisonnable. Même certains m'ont fait plutôt le reproche de ne pas être assez allant. Je proposais de réduire le nombre de députés de 577 à 500, ce qui ne faisait supprimer 77 postes sur 577, c'était quelque chose comme 12 ou 13%. Donc le gros restait. Pourquoi ça? D'abord, ça faisait des économies. Et deuxièmement, ça permettait d'avoir le même nombre de députés, le même ratio de députés par rapport aux habitants que 1 pour 130 000 habitants, le même ratio que l'Allemagne. Donc ça me paraissait raisonnable. J'ai proposé de supprimer les postes de députés européens puisqu'on quittait l'Union européenne, c'était logique. Notez bien d'ailleurs que dans son programme, Mme Le Pen n'a jamais proposé de supprimer les postes de députés européens. Non, c'est normal, elle pense à son propre sort, à celui de son papa, à celui de son concubin, etc., etc. Ils vivent sur la bête. Donc elle ne l'a pas proposé, ce qui prouve d'ailleurs qu'elle n'envisage pas de sortir de l'Union européenne. Énième preuve. Donc moi, je proposais de supprimer les 74 postes de députés européens puisqu'on quittait l'UE. Quand on dit supprimer des postes, d'ailleurs, ça veut dire supprimer aussi les postes d'attachés parlementaires qui ont fait la fortune, bonne et mauvaise, de M. Fillon au cours des derniers mois. Je proposais aussi de supprimer, alors ça, c'est là où j'allais beaucoup plus, de supprimer les postes de beaucoup de sénateurs. Parce qu'il y a actuellement 348 sénateurs, et je proposais de passer de 348 à 101. Ce qui aurait fait supprimer 247 postes de sénateurs. Pourquoi ça? Parce que le Sénat est une chambre haute, comme on dit. On appelle la France un système bicaméral, hein, ça veut dire deux chambres. La quasi-totalité des démocraties au monde ont deux chambres. Une chambre, l'équivalent de la chambre basse, la chambre des députés, qui en général a le vrai pouvoir législatif, et une chambre haute, voilà, un Sénat en général, et qui, ça dépend des constitutions et des États, a en général moins le pouvoir législatif, mais un pouvoir de conseil et le poids de la sagesse. En général, la Chambre haute, dans toutes les démocraties, les gens sont plus âgés et les territoires ruraux sont toujours surreprésentés. C'est donc des chambres plus conservatrices qui permettent d'arrondir certains angles, d'essayer de calmer le caractère impétueux des jeunes députés de la Chambre basse. Bon, ça, c'était avant. Hein. Ça, c'était avant, lorsque la France était une vraie démocratie. C'est-à-dire, par exemple, en 1981, lorsqu'il y a eu la vague rose à l'Assemblée nationale, il y a eu donc des députés du PS pour appliquer le programme commun de la gauche de Mitterrand. Enfin, le programme de Mitterrand inspiré du programme commun de la gauche, pour être très précis. Et il y avait eu, alors je le dis ici aux jeunes générations qui n'ont pas vécu cette époque, il y avait eu des propos dignes presque de Robespierre et de la terreur sur le thème que les têtes allaient tomber, que si et ça. Bon, à cette époque-là, le Sénat, qui était resté à majorité de droite, avait joué un rôle pour arrondir certains angles, atténuer certaines incartades. Mais dans le système de la Ve République, qui, contrairement à ce que dit M. Mélenchon, est très bien conçu, c'est quand même toujours la Chambre des députés, enfin l'Assemblée nationale, pour parler précisément, qui a le dernier mot. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une proposition ou un projet de loi, c'est à examiner en première lecture dans chacune des deux assemblées. Si les deux assemblées sont d'accord, très bien. Si elles ne sont pas d'accord, il y a une deuxième lecture dans chacune des assemblées. Si au bout de la deuxième lecture, elles sont toujours pas d'accord, il y a une commission mixte paritaire qui se réunit avec des députés et des sénateurs pour essayer de trouver une solution, un texte qui soit acceptable par les deux. S'ils trouvent, très bien. S'ils ne trouvent pas, à ce moment-là, il y a une troisième lecture seulement à l'Assemblée nationale et c'est elle qui tranche en dernier ressort. Ça, c'est le système à la française. Il y a des systèmes comme le système à l'italienne où les deux chambres ont exactement le même pouvoir, ce qui pose une instabilité ministérielle considérable. C'est d'ailleurs ce que voulait changer Matteo Renzi. L'une des choses qu'il voulait changer dans son référendum
du 4 décembre dernier, où il a d'ailleurs été renvoyé sèchement par le corps électoral avec 60% de non, parce que par ailleurs, il voulait supprimer les départements, ce que les Italiens ont refusé. Dans le monde, il y a peu de pays qui sont où il y a une démocratie monocamérale, avec une seule chambre. J'en ai un à l'esprit qui est Israël, où il n'y a que la Knesset. Il n'y a pas de chambre haute. Mais aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, il y a des chambres hautes. Alors, certains pourraient dire on aurait pu supprimer le Sénat. Je ne pense pas. Je pense que ça aurait été déséquilibré. Ça aurait fait de la France un système monocaméral. Voilà. En revanche, ce que je sais, c'est que le Sénat, au bout du compte, ne joue pas un rôle considérable puisque c'est l'Assemblée nationale qui tranche. C'est ce que je viens d'expliquer. Mais quand même, le Sénat est peuplé de gens qui sont plus mûrs, qui ont plus d'expérience et produit régulièrement des rapports. Les rapports du Sénat, souvent, ont une valeur assez intéressante. Des rapports sur tous les sujets, sur le nucléaire, sur la situation en Syrie, sur la situation de l'Union européenne, les financements. Ils ont une plus grande liberté de parole. Ils mènent un train de sénateurs. Je pense que c'est plutôt bien de conserver ça. Ça coûte quand même 300 millions d'euros, je crois, au contribuable. C'est la raison pour laquelle je proposais de diminuer drastiquement le nombre des parlementaires, des sénateurs, de les faire passer de 348 à 101. Pourquoi 101 ? Pour en avoir un par département, ce qui, ipso facto, aurait d'ailleurs assuré cette surreprésentation des territoires ruraux. Il y aurait eu un sénateur par département, c'était simple et élégant. Et pourquoi 101 ? Parce que je rappelle qu'aux États-Unis, au Sénat des États-Unis d'Amérique, il y a 2 sénateurs par État. Comme il y a 50 États, ça fait 100 sénateurs pour 310 ou 315 millions d'habitants. Je rappelle qu'en Allemagne, il y a 69 sénateurs au Bundesrat pour 82 millions d'habitants. En France, 348 sénateurs pour 65 millions d'habitants, ça n'est pas raisonnable, c'est beaucoup trop cher. Et c'est la raison pour laquelle je proposais de supprimer 248 postes de sénateurs. Voilà, je proposais aussi, mais je vous renvoie à mon programme, de supprimer les 1757 postes de conseillers régionaux, parce que finalement, je considère que cette collectivité locale est superfétatoire, nous coûte des fortunes et nous entraîne directement vers la dissolution de l'unité nationale. Et puis je proposais de supprimer 1 poste sur 2 de conseillers départementaux, puisque on a ce système délirant où sur un même siège on élit un homme et une femme. Ça ne marche pas, c'est absurde. Donc au total, je proposais de supprimer, je crois, quelque chose comme 4209 postes d'élus, avec tout ce qui va avec, les attachés parlementaires quand il y en a, les frais de mission, les hôtels de région, etc. Ça fait des économies colossales de 4,4 milliards d'euros d'après, voire même 5 milliards d'euros d'après nos chiffrages. Mais je rassure l'internaute qui pose des questions sur la démocratie, à juste titre. 1. Il restait quand même dans ce schéma 500 députés qui, vous savez, on fait aussi bien le travail. Voilà. 101 sénateurs. Ben, vous savez, c'est pas parce qu'on est beaucoup plus nombreux qu'on fait mieux le travail, parce que s'il y a moins de monde, ils ont peut-être plus de moyens, ils peuvent se consacrer davantage à leurs tâches. Et le poste devient d'ailleurs plus important et plus prestigieux s'il y a un sénateur par département. Troisièmement, les conseillers départementaux, au lieu d'être 2 par siège, ils sont 1 par siège, ça clarifie la situation. Donc tout ceci me paraissait significatif. Et surtout, moi, je protège les 36 000 ou 35 885 maires de France, notamment des maires de petites communes rurales, parce que ça, c'est la démocratie de base et qu'elle est attaquée directement en ce moment par les réformes territoriales. Donc soyez assurés que dans le système que j'avais, je pense que c'était un système qui était là pour assurer la démocratie et non pas la nuire. J'y ajoute, mais vous le savez, le référendum d'initiative populaire et toute une série de contraintes sur les élus locaux, notamment le casier judiciaire vierge, pas plus de 2 mandats consécutifs, ce qui aurait permis une régénération d'un grand nombre d'élus dans toutes les institutions pour avoir du sang neuf, pour que les gens, parce que je considère que c'est pas un métier d'être un élu du peuple, ça doit être un passage dans une vie, et puis également la démission automatique d'un poste dès qu'un élu serait condamné pénalement après avoir épuisé toutes les voies de recours. Voilà.